Donc, dans mon exposé, je vais parler d'open data, mais pas uniquement, je vais parler de méthodologie autour de l'open data et d'une autre façon de regarder les données. Il y a quelques années de ça, il y a un consultant agile qui est intervenu à la ville de Nouméa, où j'étais à l'époque, et qui était un fervent admirateur du travail de Isaac Getz, de l'entreprise Libérée. Donc, on a vu pas mal de vidéos, notamment chez Favi, de leur gestion du travail. Il y avait une partie management, évidemment. Il y avait aussi une partie, le rapport à l'outil de travail, l'outil de production. Et un des exemples, c'était des outils de production qui étaient massifs, donc en métal, avec de l'huile, des boulons, des choses assez impressionnantes. Et une des premières actions, ça a été de dire aux ouvriers, on va repeindre nos outils, on va les briquer, on va les rendre magnifiques, on va les peindre, on va les mettre en couleur. Les boulons, on va les mettre d'une autre couleur. On va rendre les choses plus évidentes, plus simples. Il a commencé par faire ça. Et il y a eu d'autres exemples dans d'autres entreprises dans ce livre. J'ai lu ce livre par bloc de 20 pages parce que c'est assez dense et à chaque fois, il y a de nouvelles aventures dans de nouvelles entreprises. Mais le pattern est toujours le même. C'est-à-dire qu'on a un outil de production, on produit quelque chose, on met dans les mains des utilisateurs qui produisent les outils, on donne un peu de liberté et on laisse la magie opérer. Et il se passe des choses surprenantes. Donc là, par exemple, ils ont gagné de nouveaux clients. Dans des sociétés de poêle en téflon, il y avait des gens qui jouaient de la guitare et qui se sont mis à faire des cordes de guitare pour le fun, pour s'amuser. Et c'est devenu un secteur à part entière de production qui est devenu extrêmement bénéficiaire. Du coup, j'ai commencé à regarder un peu autour de ce genre de méthodologie et c'est avéré que ça avait un nom, mis en œuvre par les Japonais, donc les 5 S. Pour faire simple, c'est éradiquer le superflu, rendre propre pour que tout ce qui est superflu disparaisse et que l'évidence, la simplicité remonte et qu'on puisse mettre toute notre énergie, notre focus dessus. Donc, j'ai commencé à appliquer ça physiquement dans notre bureau, éliminer les PC qui étaient là, qui ne servaient à rien, on les dégage. Les écrans qui sont intéressants parce qu'on a un tableau de bord et puis de temps en temps on le regarde. Qui le regarde ah ben non, mais quand même, garde-le. Non, ça dégage, on ne regarde pas, on enlève. On enlève, on enlève. Et à la fin, on commence à avoir un environnement dégagé. Et du coup, les choses importantes, évidemment, par nature, sont restées. Donc ça va avec le rangement. Le nettoyage, quand les choses sont dégagées, on voit le moindre grain de poussière, on va le voir, on va l'identifier, on va le nettoyer, et ça ne va pas prendre beaucoup de temps à terre. Également, quand on a des surfaces qui se ressemblent toutes, ou des objets qui se ressemblent, on peut standardiser les méthodes et donc appliquer le même geste sur tous les objets, sur tous les cas d'usage, et donc le porter à une certaine forme de perfection, généraliser et gagner en force sur ce type d'activité. Et quand on implique les gens sur leur lieu de travail, sur leur outil de travail, eh bien, on va respecter son propre outil parce qu'on sait qu'on est performant avec, on a du confort à l'utiliser. Et du coup, je me suis dit, ce qui est possible dans le monde industriel, dans le monde physique, comment est-ce qu'on pourrait porter ça sur l'informatique et donc les systèmes d'information, et en particulier les données. Donc, la première approche, la genèse, ça a été de dire, nous, ce qui compte, c'est la data. L'entreprise digitale, c'est ça notre job, et c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, on ne peut pas la perdre, on veut qu'elle soit de qualité, et on veut que les gens la regardent et qu'ils l'apprécient si possible. Le deuxième constat, c'est basé sur la beauté d'un objet, tout simplement. On a une poterie, on aime la regarder, on aime la toucher, on aime la manipuler, elle est agréable, et donc on en prend soin. Le troisième aspect, c'est que quand on a un objet qu'on utilise souvent, qui est rodé, on le regarde souvent, le design va s'améliorer et va atteindre une forme de perfection. Par exemple, le katana des samouraïs, il a atteint une forme de perfection, il ne change plus, il est parfait. Et tout ça devient intemporel. Et se dire, comment est-ce que je vais pouvoir adapter ce genre de choses à des données. Et en même temps, je suis assez friand d'art digital. Et dans une émission sur Arte, il y avait une cérémonie d'ouverture du Stock Exchange à Londres. Et donc là, ils ont une salle avec des écrans qui sont partout. Donc tout ça, ça bouge, hein, ce sont des écrans. Et quand on met des valeurs en bourse, il y a des animations numériques basées sur de la data qui sont spectaculaires, elles sont magnifiques. Juste on contemple et c'est un événement en soi. Et je me suis dit, ça, j'aimerais bien avoir chez nous, avec nos données.
Donc, on s'est mis à phosphorer et on s'est commencé à se pencher sur un domaine qui est l'art génératif. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement vaste, qui demande de plus en plus de compétences, qui amène à des spectacles de plus en plus importants, des investissements assez lourds. On avait des petits moyens, mais on s'est dit, on va quand même faire quelque chose. Et on va voir comment, en comprenant mieux les données, en comprenant la finesse, la subtilité, l'articulation, comment est-ce qu'on peut faire ça, rendre ça un spectacle vivant. Voilà. Alors ça, c'est notre substrat. On est parti de la data, évidemment. On avait fait des travaux en amont pour les présenter comme API, donc qui s'autodocumentent, qui sont interopérables, qui sont vraiment nickel. Et on s'est dit, on va partir là-dessus pour faire de l'art génératif. On avait la chance d'avoir des données qui sont non pas statiques. Souvent, dans l'open data, on a des données, voilà, des achats. Donc, à la fin de l'année, on a un bilan, c'est des choses, des fichiers d'abord. On télécharge le fichier, puis après, ça ne bouge pas. Là, on avait la chance d'avoir des données qui sont vivantes, générées par l'activité des gens, en l'occurrence, dans les agences, des temps d'attente. Donc, c'est quelque chose qui fluctue. Il y a une temporalité, il y a des événements spéciaux, il y a tout ce genre de choses. Et l'idée, c'était de se dire, pendant que les gens sont en train d'attendre, donc c'est une connotation assez péjorative, puisqu'on est là, on perd son temps, on s'impatiente, on regarde sa montre, éventuellement un peu de Facebook. Mais c'était de se dire, et si pendant ce temps d'attente, on mettait une œuvre, on exposait une œuvre dont l'auteur, quelque part, c'est la personne qui attend. Donc on se dit, voilà, je passe un bon moment, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est beau. Éventuellement, on peut mettre une doc à côté pour dire qu'est-ce que c'est, comprendre. Je passe du temps, je contemple une œuvre que moi-même je contribue à générer. Voilà, c'était ça la partie amusante. Donc on a délivré plusieurs types d'œuvres, généralement en web, parce que c'est pratique à délivrer. Avec des systèmes. Alors, les commandes, quand on fait du projet, généralement, c'est je veux le widget là, je veux que ce soit telle couleur. Là, la commande, c'était plutôt on veut quelque chose qui détend, qui soit relaxant, qui soit agréable à regarder, qui me donne un petit peu d'informations, mais pas trop, et que quand je regarde, limite, je suis un peu hypnotisé. Donc voilà, à la fin, ce que ça peut donner. Donc chaque point est une agence. On a une vitesse de frame et selon la couleur, selon la vitesse, ça veut dire qu'on attend plus ou moins longtemps, tout simplement. C'est du pur web. On a la légende si on veut y accéder, en bas à gauche. Et dans la journée, dans la temporalité, il y a des périodes qui ne sont pas comme les autres. Et donc, on voit une horloge, en fait, est une horloge spéciale qui nous dit où on se positionne dans la journée. Voilà. Donc ça, c'était une première création. On était assez contents et on a commencé à les déployer. Le deuxième exemple, on s'est dit, des questions qui revenaient souvent, c'était qu'est-ce que j'ai comme données? Donc, j'ai une agence, j'ai une localisation, j'ai un temps maximum. Donc, on avait ces valeurs-là. On s'est dit, comment est-ce que je peux transformer une durée en couleur, en taille? Et on s'est dit, tiens, il y a les couleurs dans la vraie vie, il y a les couleurs, il y a la taille et il y a le poids, donc la masse. Et tout le monde connaît un peu l'espace, la gravité. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si on mettait ces agences en train de tourner dans l'espace, mais que la masse de chacune attirait celle qui était autour, pour voir quel spectacle ça allait générer. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et le résultat, c'est un petit peu plus spectaculaire que la précédente. Ça ressemble à quelque chose de chaotique. On ne peut pas prévoir à l'avance exactement à quoi ça va ressembler. On a les légendes des agences qui tournent. Et dès qu'une agence commence à être lourde, c'est-à-dire avec un gros temps d'attente, eh bien, ça va attirer les autres agences qui vont être attirées, qui vont faire des clusters et continuer à orbiter comme ça dans l'espace. Donc ça, c'est en 2 dimensions. On peut jouer avec la durée des traînées, ça joue sur les couleurs, sur la dynamique, même les gradients, hein, tout ça, c'est généré par du code, tout est uniquement du code. Donc on s'est amusé à comprendre, à mieux ressentir les données presque physiquement. Voilà. Qu'est-ce qui est esthétique, qu'est-ce qui n'est pas esthétique? Ah tiens, c'est bizarre. C'est quoi cette grosse boule? Et puis on commence à se poser des questions réelles sur vraiment les données, tout en créant un spectacle.
Ensuite, on s'est dit, on va essayer de varier les plaisirs. On a voulu avoir un monitoring un tout petit peu plus opérationnel, un petit peu moins zen peut-être, mais un peu de figuration avec des boules. On a eu des discussions pour dire, bah tiens, des boules qui se déforment, qui rebondissent, une espèce de chaos organisé. Et on a créé cette visualisation-là. Donc le principe est assez simple. Chaque boule est une agence et elle va rebondir de manière plus ou moins forte selon que le temps est plus ou moins important. Alors là, on s'est mis à constater qu'il y avait des boules qui commençaient vraiment à faire, entre guillemets, n'importe quoi. Donc c'est le genre de spectacle qu'on a déployé et les gens se sont mis à regarder tout de suite à dire, tiens, ça, c'est pas pareil que le reste, qu'est-ce que c'est? Et on a commencé, on a regardé les gens qui observaient, on prenait des notes et remarques en temps réel. Et on a déployé nos visualisations. Donc l'idée, c'était de distraire les gens à la DSI, en l'occurrence notre premier public, et de voir ce qui allait se passer et découvrir vraiment. On ne savait pas ce qui allait se passer. On a quand même appliqué un cycle de développement classique, hein, c'est-à-dire qu'on développe, on package, ensuite on déploie avec des technologies type DevOps, hein, qui font l'informatique. Ensuite, on regarde ce qui se passe. On note les feedbacks des spectateurs, puisque là, c'est plus des clients, ce sont des spectateurs. Et on en réinjecte et on fait quelques cycles comme ça assez rapidement. Et là, les bénéfices, en fait, c'est que les gens étaient là, regardaient l'écran, on disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On avait mis une légende, on avait mis la souris, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit mais ça, t'as vu, il y a un nom de personne sur le truc. On fait, ah bon, on regarde. Et effectivement, il y avait une anomalie de données qu'on n'avait jamais vue, on ne monitorait pas ça, et on l'a détecté. Il y avait aussi une anomalie de données où il y avait une boule qui rebondissait comme une dingue à longueur de journée. On dit, ça, c'est un peu bizarre. On est allé regarder. Effectivement, il y avait un temps, si vous voulez, qui était coincé. Donc, en fait, quelqu'un avait pris le ticket, était parti, et puis ça n'avait pas été désactivé. Donc, ça, c'est des bugs qui ont été relevés par des gens, juste des spectateurs, entre guillemets. Également, ce qu'on a câblé comme bénéfice, c'est qu'on a créé des événements. C'est-à-dire, il y a des cérémonies. Le matin, on ouvre une agence. Donc, le matin, l'animation se déploie à heure fixe. Donc, automatiquement, on sait, tiens, l'animation ne marche pas. Bah oui, c'est normal, les agences ne sont pas ouvertes. Ah oui, OK, à cette heure-là. Ah, voilà, ça, c'est une nouvelle information. Ensuite, à midi, on voyait que ça s'excitait, on voyait les pauses, etc. Et le soir, pareil, un petit peu avant l'heure de fermeture, on ralentit le système, on le met en pause. Et après, c'est la nuit des données. Donc, les données s'arrêtent et on recommence. Du coup, on a câblé notre œuvre sur l'activité réelle des agences pour les gens de la DSI. Donc, on a eu des testeurs spectateurs, en fait, qui pour autant ne connaissaient pas la nature des données. Donc, pas d'effort d'éducation, rien. Ensuite, on s'est dit, on aimerait bien aller encore plus vite, enfin plus loin, et se dire, les données, souvent, c'est quelque chose d'artificiel, c'est immatériel. On les voit, on fait des camemberts, on fait ce genre de choses, mais on ne peut pas toucher les données. Les données n'ont pas de poids, elles n'ont pas de masse, on ne peut pas s'immerger dedans. On aimerait bien avoir une expérience plongée dans les données, ou imaginons même une réalité virtuelle où on s'injecterait et on verrait un substitut de réalité qui correspondrait à une certaine vérité, mais qui est à l'extérieur. Alors ça devient un peu abstrait, mais en fait ça peut être très concret. Donc l'idée là, c'était de se dire, on va utiliser une plateforme de jeux vidéo, et puisqu'on a les données en forme d'API bien rangées et bien consultables, on va les injecter dans ce jeu vidéo et voir ce qui se passe. On avait commencé à faire des objets mathématiques et on est alors décidé d'être plus ambitieux. Donc on a imaginé un billard circulaire dans lequel on lance des boules. Donc chaque boule est une agence. Donc on demande à l'API quelles sont les boules, on les prend, on les jette dans un certain sens. Chaque boule a une masse et une taille, donc ils sont proportionnels. Évidemment, c'est le temps d'attente. Et puis, on regarde ce qui se passe. La contrainte, c'est qu'il faut que ce soit beau, que je puisse me balader dans le plateau, avancer et avoir la perception de tout ça. Et au final, concrètement, on a fait un jeu
on peut physiquement se balader dans les données. Donc, comme dans tout jeu, on choisit ses options. Donc, les options, la résolution, c'est un impact important. Par exemple, ceux qui ont une belle carte graphique, ils vont mettre tout au maximum et ça va vraiment être presque comme la réalité. C'est extrêmement beau, les textures sont très belles, la lumière est vraiment comme si c'était de la lumière naturelle. Les options, donc voilà, on choisit. Donc, on fait tout ça avec un joystick et on lance le jeu. Et la cérémonie d'ouverture commence. On envoie les agences sur le plateau. Là, on ne maîtrise plus rien. Et on se balade sur le plateau et on regarde le spectacle. Donc, on est dans le ciel, on est à l'OPT. Les boules se reflètent de manière complètement chaotique, rebondissent les unes sur les autres. Alors, quand une agence est très grosse, c'est qu'on entend beaucoup, elle est très lourde, donc elle rebondit différemment. Les autres boules autour d'elle vont valdinguer, elles sont plus stables, et tout ça, ça continue en permanence. L'avantage d'avoir utilisé un moteur graphique, donc tous les reflets sur du marbre, on a choisi des matériaux nobles, parce que c'est plus beau, c'est plus agréable. Et donc on peut le jouer au joystick, mais comme on est sur une plateforme, on peut mettre un casque et être dans ses propres données. Donc là, c'est la première fois qu'on pouvait être au milieu de nos propres données, mais physiquement. Évidemment, quand on se prend la boule, il n'y a pas d'impact, on passe au travers, c'est plus court. Voilà. Donc c'était la première expérience, on pouvait sentir et être spectateur des données à l'infini. On a utilisé pas mal de technologies pour l'ensemble des projets, on en a fait d'autres. J'ai juste fait une petite sélection. Il y a deux types de projets en fait. Il y en a un qui est complètement orienté web. Donc on a fait ça avec un étudiant de l'université, avec qui on s'est bien éclaté pendant 3 mois, il faut le dire. Je sais qu'à l'université, ils utilisaient Kubernetes pour déployer des applications. Nous, on commence à s'y mettre. Et donc, le deal, c'était de se dire, écoute, on va packager ces démos, ces animations, pour qu'elles puissent être déployées n'importe où. Donc, évidemment, par l'OPT en interne, si ça nous chante, mais éventuellement par des partenaires ou à l'université pour dire, regardez, vos stagiaires de l'année dernière, ils ont fait ça. Et donc, tout ça, ça a été packagé sur des images Docker qu'on a utilisées pour mettre à jour, déployer facilement et bien faire comprendre aux gens que il y a eu beaucoup de traitements, il y a eu beaucoup de travail, mais à installer, c'est pas grand-chose. Et ensuite, il y a la partie Unity, là, qui est plus complexe, parce qu'évidemment, ça génère un binaire, il faut avoir une carte graphique qui est plus costaud si on veut de belles animations. Là, c'est la course à l'armement, mais c'est la partie gamer. Donc, tout de suite, au début, on a commencé avec un certain type de machine, et mon stagiaire, qui était un gamer, justement, il savait pourquoi dans sa carrière s'il voulait faire de la science pure ou le jeu, ça l'intéressait, et il voulait aller dans un studio de jeu, mais en même temps, il voulait faire un truc sérieux. Voilà, on lui a proposé ça et il a pu choisir en conscience. À la fin, il est venu avec son PC de jeu pour tout mettre au maximum et puis favoriser le spectacle. Lors de cette expérience, ça donne d'autres envies. Et un des rêves que j'aimerais bien voir se réaliser, ça serait de voir en direct les flux d'appels mobiles, par exemple, entre communes ou entre relais. Donc la vision, ça serait par exemple de voir la carte de la Calédonie et au même titre qu'on voit les flux d'avions, des fois vous avez vu ce genre de visualisation, voir en temps réel les appels de commune en commune. On pense que ça devrait faire un spectacle assez beau sur la partie visuelle. Donc là, on parle bien de communes de relais, il n'y a pas de personnes, ce sont juste des localités. Et le challenge qu'il y a dessous, c'est comment préparer les données pour avoir ces agrégats de qualité simplement et en continu. Donc ça, c'est un challenge à aborder et qui permettra de s'assurer qu'en amont, les données sont bien accessibles, bien propres, bien prêtes à être consommées de cette manière-là, bien propres à être agrégées pour ensuite bénéficier d'un spectacle. Et c'est là que je reviens sur la partie du début de la présentation, c'est-à-dire que pour atteindre un objectif qui paraît un petit peu vain, un petit peu luxueux, eh bien en fait, on va devoir améliorer la qualité, déjà nos compétences, la qualité de nos données, la qualité de nos infrastructures, jusqu'au socle. Tout ça pour avoir en fait une maîtrise totale sur toute la chaîne, jusqu'à rendre un spectacle. Voilà les projets. Donc après, la question, c'est, voilà, si vous aussi vous avez des données qui sont vivantes ou variées, comment est-ce que vous pourriez les mettre en scène?
qui vous permettra d'avoir une appréhension différente de leur nature. Et voilà. Ce sera tout.